La biologie a beaucoup apporté à la physique. Dans les muscles, par exemple, il y a un de mes collègues qui a montré très clairement qu'on peut créer, avec des filaments d'actine et des moteurs, une instabilité. Bonjour, je suis François Lassagne, rédacteur en chef du média Pour la Science. Soyez les bienvenus dans À l'écoute de la science, le podcast réalisé en partenariat avec le Collège de France. Dans cet épisode, Marie-Neige Cordonnier, rédactrice en chef adjointe de Pour la Science, s'entretient avec Jean-François Joanny, physicien théoricien, chercheur à l'Institut Curie et titulaire de la chaire Matière molle et biophysique au Collège de France. Jean-François Joanny nous donne à voir à quel point le dialogue entre physique et biologie est fécond, notamment quand on explore la matière vivante, les cellules, les protéines, avec les outils d'observation et les théories des physiciens. Ce dialogue fait avancer les connaissances, bien sûr, mais aussi la médecine, en particulier dans la recherche de nouvelles approches contre les cancers. Bonne écoute! Bonjour Jean-François Joanny, vous êtes physicien théoricien et vous avez effectué vos premiers pas de chercheur ici même, au Collège de France, dans le laboratoire de physique de la matière condensée. Ce qui vous intéresse déjà à l'époque est un champ de recherche nouveau, la physique de la matière molle, c'est-à-dire en gros la physique des systèmes entre les liquides et les solides. En 2001, cependant, vous avez fait un grand virage. Vous avez rejoint l'Institut Curie, où vous avez pris la tête de l'unité de physico-chimie et où vous êtes toujours chercheur aujourd'hui. Depuis ce moment, vous vous intéressez aux systèmes biologiques à différentes échelles et à ce que la physique peut apporter pour les comprendre. En l'occurrence, la physique de la matière molle, et en particulier ce qu'on appelle la théorie de la matière active. On va revenir sur cette théorie, mais auparavant, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la matière molle ? Je vais commencer exactement comme je commence mes cours. Ce qu'on a tous appris à l'école, c'est qu'il y a 3 phases de la matière, les solides, les liquides et les gaz. Mais si on y regarde de plus près, d'abord, ces phases sont pas extrêmement bien définies. Il y a plusieurs façons de les définir. Et puis surtout, il y a tout un tas de matériaux qui peuvent être dans une phase ou dans l'autre, qui peuvent être dans certaines conditions solides et dans certaines conditions liquides. Une première façon de les définir, ça serait de dire qu'un solide, c'est un milieu ordonné. Et puis, c'est un milieu élastique, c'est-à-dire quand on tire dessus, il y a une force de rappel. Un liquide, c'est un milieu désordonné et que c'est quelque chose qui coule. Si vous considérez un verre, par exemple, le verre de nos carreaux, ou même ce bois, qui est un milieu très désordonné, ce sont des matériaux solides. Ils ont une élasticité, mais ils sont complètement désordonnés, donc c'est un peu intermédiaire entre un solide et un liquide. Il y a toute une série de matériaux qui sont en général considérés comme des fluides, et pendant longtemps, on a appelé ça les fluides complexes. Alors ça introduit tous les matériaux polymères, les plastiques, les caoutchoucs, les solutions de polymères. Ces matériaux-là, suivant les circonstances, on peut les considérer comme solides et on peut les considérer comme liquides. Et parfois, ils ont un comportement qui est extrêmement différent de ce qu'on attend d'un solide ou de ce qu'on attend d'un liquide. Donc c'est un peu toute cette matière qui a un comportement intermédiaire qui petit à petit s'est appelée la matière molle. Ça inclut les polymères, ça inclut ce qu'on appelle les cristaux liquides que vous avez dans vos montres, les mousses, les savons, les colloïdes, les émulsions. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait des points communs entre tous ces matériaux-là, et c'est ça qu'on a appelé la matière molle. Pendant longtemps, les physiciens ont considéré que c'était trop compliqué, et donc ils laissaient ça aux chimistes. Il y a une très belle chimie qui avait été faite sur ces matériaux-là. Et puis, le grand lanceur de tout ça, ça a été Pierre-Gilles Lejeune. Et il y a une physique qui s'est développée, en France très fortement au début, et puis mondialement, qui maintenant s'appelle la physique de la matière molle. Pour vous donner une définition qui n'est pas la mienne, qui est celle de Pierre-Gilles Lejeune dans sa leçon Nobel, la matière molle, c'est des matériaux qui ont une réponse très forte à des perturbations très faibles. Alors que ce soit des perturbations mécaniques, et ça on conçoit bien, si c'est mou, quand on appuie, ça se déforme beaucoup, des perturbations techniques, des perturbations électriques. Le point général de tous ces matériaux, c'est que la réponse est très importante, et en général que les interactions entre molécules sont assez faibles, qu'on les considère comme un solide ou qu'on les considère comme un liquide. Et donc, à l'époque, quand vous vous lancez dans cette nouvelle science, qu'est-ce qui vous conduit à vous lancer dans ce domaine et à quoi ressemblait la physique de la matière molle à ce moment-là ? Je vais répondre à la deuxième question d'abord. J'ai pas tellement choisi le sujet, j'ai choisi la personne avec qui j'ai fait ma thèse. Alors il y a une histoire que j'ai racontée souvent. J'étais élève à l'école normale en première année et en plus des cours, il y avait des séminaires. Et puis est arrivé un jour cette annonce de séminaire qui disait physique des polymères. Ça me paraissait un peu baroque et j'avais prévu de pas y aller. Et puis j'ai rencontré dans le couloir quelqu'un que je connaissais pour des raisons familiales qui m'a dit « Mais t'es fou, c'est le meilleur physicien français ». J'ai été au séminaire et j'ai été complètement séduit
Alors, séduit parce qu'il y avait une façon un peu différente de faire de la physique, qui avait des systèmes extrêmement compliqués, qui étaient expliqués par des arguments simples. Il n'allait pas plus loin que la règle de 3 dans son séminaire, et il en tirait des conclusions qui étaient bien, bien plus sophistiquées que ce que faisaient des gens avec des calculs horribles. Tout ça, ça m'a plu. L'année d'après, il a fallu que je choisisse un directeur de thèse. Je voulais faire de la physique statistique et c'était absolument naturel de s'adresser à lui. Alors, ce qu'il faisait à l'époque, c'était de la physique des polymères. Il avait déjà fait des cristaux liquides et la physique de la matière molle n'existait pas vraiment. J'ai eu de la chance parce que j'ai commencé ma thèse là et je l'ai vu se développer sous mes yeux. C'est-à-dire qu'on est parti des polymères, des cristaux liquides, de certains problèmes de film de savon, par exemple, d'étalement de fluide sur une surface, de film mince. Et petit à petit, l'unité de toutes ces choses-là s'est faite et a développé cette science qui maintenant est développée. Toutes les sociétés de physique dans le monde ont une section matière molle, la France comprise. Et vous auriez pu continuer dans ce domaine, vu toute l'étendue de ce que ça couvre. Pourquoi avoir bifurqué vers les systèmes biologiques ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. D'abord, historiquement, il y a toujours eu des physiciens qui se sont intéressés à la biologie. Les exemples que j'aime bien citer, c'est Robert Hooke, qui est la personne qui a le premier proposé la loi des ressorts qu'on a tous appris au lycée. Robert Hooke était une personne qui a fait de l'optique, de la mécanique, mais qui a été un des premiers à observer des cellules avec un microscope qu'il avait construit, et c'est même lui qui a proposé ce mot de cellule. Donc il y a toujours une tradition de physiciens qui s'intéressent à la biologie. La deuxième réponse est, et ça j'en étais conscient depuis longtemps, que les matériaux biologiques sont des matériaux mous dans le sens que j'ai défini avant. Donc j'avais toujours un peu ça dans la tête avec une restriction qui était que je trouvais que c'était extrêmement compliqué la biologie. D'abord j'y connaissais rien, mais alors vraiment rien du tout. J'avais jamais ouvert de livre de biologie. Et puis j'ai rencontré les gens de l'Institut Curie qui étaient des physiciens et qui avaient trouvé une façon d'aborder la physique pour la biologie qui était un peu différente de ce qui se faisait avant. Ce qu'ils apportaient, c'était justement ce qu'on avait appris pour faire la physique de la matière molle, et ça m'a très vite séduit. Et c'est à partir de là que j'ai commencé d'abord à passer beaucoup de temps à lire des livres de biologie, parce qu'on ne peut pas faire de la physique sur la biologie sans lire des livres de biologie, et puis à m'intéresser à certains problèmes. Donc voilà un peu comment je suis arrivé à la biologie. Quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit « il faut parler de la matière active ». Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un peu le fil rouge de vos recherches, si j'ai bien compris. Oui, et c'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler pratiquement immédiatement quand je suis arrivé. Je vais remonter au cours que certains d'entre vous ont suivi, la science qui permet de déterminer les propriétés de la matière, et en particulier les propriétés thermiques, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique. Alors moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à enseigner la thermodynamique, et quand on commence la thermodynamique, on dit ce qu'il faut pour qu'on puisse étudier la thermodynamique, c'est considérer des matériaux qui sont ce qu'on appelle à l'équilibre thermique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de flux de chaleur qui rentre dans le matériau et pas de flux de chaleur qui sort du matériau. Si le matériau échange de la chaleur avec l'extérieur, il n'est pas à l'équilibre et on ne peut pas utiliser la thermodynamique. Alors, les grands faits de la thermodynamique, ils ont été découverts au 19e siècle avec les deux principes. L'énergie est conservée parce que le matériau échange pas d'énergie avec l'extérieur. Et puis, le deuxième principe qui vous dit qu'il y a une entropie et que l'entropie ne peut que croître. Ça, c'est vrai pour tous les systèmes qui sont à l'équilibre, donc qui échangent pas de flux de chaleur avec l'extérieur. Et les systèmes vivants ne sont pas des systèmes à l'équilibre thermodynamique. Il y a un collègue américain qui dit « si tu es à l'équilibre thermodynamique, tu es mort ». C'est un peu caricatural, mais c'est vrai. Donc ce qu'on voulait, c'était essayer de trouver des équations qui représentent des systèmes qu'on appelle actifs, qui consomment de l'énergie en permanence et qui sont hors équilibre thermodynamique. Donc on a réussi à faire ça. Il y a des procédures pour ça. Par exemple, je parlais de cristaux liquides tout à l'heure. Les cristaux liquides, c'est des liquides où les molécules sont pas sphériques ou isotropes, mais qui sont des petits bâtonnets. Et ils s'orientent les uns parallèlement aux autres. Et les gens avaient mis au point des méthodes extrêmement générales pour dériver des équations hydrodynamiques pour les cristaux liquides. Essentiellement, il faut définir des variables qui sont des variables lentes. Il y a des critères très précis pour ça, comme le nombre de molécules, comme la quantité de mouvement et comme l'énergie. Alors, dans les matériaux actifs, on ne peut pas conserver l'énergie parce que, comme je vous ai dit, il y a un flux d'énergie et ce flux d'énergie, il apporte de l'énergie au matériau. Donc, ça, la première idée, c'était ça, c'était de réduire le problème à quelques variables. Et puis après,
La construction qui avait été faite sur les cristaux liquides et qu'on a reproduite, c'est d'établir les équations uniquement en utilisant des arguments de symétrie, plus les lois de conservation dont je parlais. Donc il n'y a pas de choix, et on arrive comme ça à une théorie qui inclut l'hydrodynamique, et on l'a fait pour des objets orientés, parce que les objets biologiques sont souvent orientés. Ce qu'on avait en tête à l'époque, c'était ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule, et à l'intérieur d'une cellule, vous avez beaucoup de filaments. Il y a deux types, il y a l'actine et les microtubules, et puis ces filaments sont actifs parce qu'ils interagissent avec des moteurs moléculaires, qui sont des protéines qui créent des forces à l'intérieur des cellules. Donc les moteurs moléculaires propulsent les filaments, et ça, tout ça, ça s'organise, et c'était ça le système que nous, on voulait étudier à l'époque. Donc on a obtenu ces équations hydrodynamiques, et puis on s'est aperçu qu'en parallèle, il y a des gens qui avaient la même démarche pour des problèmes complètement différents. Par exemple, c'est des suspensions de bactéries. Alors là aussi, les bactéries sont orientées, elles consomment de l'énergie, des nutriments ou de l'oxygène dans beaucoup de cas, et c'est un système qui est fluide. Et c'est pratiquement les seules hypothèses qu'on faisait. Alors quand on fait ça, on obtient une théorie qui est applicable à beaucoup de systèmes biologiques. Dans mon exemple avec les filaments de la cellule, tous les moteurs consomment de l'énergie, autrement ils ne marcheraient pas comme un moteur, ils violeraient toutes les lois de conservation de l'énergie. Donc localement, à l'échelle des moteurs, chaque moteur consomme de l'énergie. Si on regarde un tissu, chaque cellule a besoin de nutriments, donc chaque cellule consomme de l'énergie. Donc c'est une théorie qui implique très très peu de paramètres, qui est un peu caricaturale, elle peut pas vous prédire ce qui se passe à l'intérieur des objets, mais elle décrit bien le comportement collectif des objets, elle peut décrire la façon dont ces objets s'agrègent, la façon dont ils se mettent à créer un écoulement de façon spontanée. Donc si je comprends bien, vous êtes arrivé à un moment où plusieurs équipes travaillaient sur des sujets différents et sont arrivées à la même conclusion que la théorie de la matière active, ça fonctionnait bien pour décrire le vivant. Je me souviens d'un collègue indien qui, lui, était intéressé par des cristaux liquides qui deviendraient actifs, et c'est vraiment avec lui qu'on a compris que les équations qu'il écrivait, c'était exactement les mêmes que les autres. Et au début, il me disait, ce qu'on appelle les systèmes actifs, c'est ridicule. Il y a 4 groupes dans le monde qui travaillent dessus, sur des sujets complètement différents. On s'auto-réfère nos articles et tout se passe très bien. Depuis, ça a grandi. Des conférences sur la matière active, il y en a de par le monde, un nombre absolument incroyable tous les ans, et de plus en plus de gens s'intéressent à la matière active. Ça va jusqu'à des problèmes presque de sociologie, de comportement de groupes humains. Il y a des études très belles qui ont été faites sur les comportements de foule. Si on observe, c'est le comportement des gens dans une foule au départ d'un marathon. Il y a des ondes qui se propagent. C'est-à-dire, il y a des endroits où les gens sont plus resserrés, des endroits où ils sont moins resserrés, et qu'il y a une onde comme ça de compression qui se propage. Et ils expliquent ça avec des idées qui viennent de la matière active. J'ai l'habitude de dire, c'est pas de l'optique quantique, hein. On fait pas des mesures à 10-11 près, mais si on s'intéresse à des estimations à 10 ou 20% près, la théorie de la matière active est parfaitement adaptée à ces choses-là. Un des grands développements actuels, c'est d'étudier des interactions qui sont non réciproques. Alors là aussi, ce que vous avez appris à l'école, c'est que si vous faites de la mécanique, il y a une loi qui est la loi de l'action et de la réaction. C'est un principe de base de la mécanique classique qui est, pour des objets macroscopiques, toujours vérifié. On arrive à créer des systèmes où cette loi est violée. Alors le plus simple, c'est des interactions entre humains. Si j'exerce une interaction sur monsieur, il peut exercer sur moi, parce qu'il peut penser entre-temps, une force qui est complètement différente que celle que moi je vais appliquer. Et les gens ont généralisé ce genre d'effets. Alors on arrive à les créer à l'échelle microscopique en prenant des systèmes colloïdaux, par exemple, où il y a des variables cachées qu'on ne décrit pas, et c'est à cause de ces variables cachées qu'on a l'impression que la loi de l'action et de la réaction est violée. Ça crée des comportements très très bizarres et très très contre-intuitifs. Sur quel système avez-vous utilisé ce modèle ? Disons à 2 échelles. Une échelle, c'est les selles de la cellule. Et ce qu'on a fait là, c'est qu'on a étudié beaucoup le cytosquelette. Alors l'actine, c'est un des 2 filaments qui est dans la cellule. L'actine, dans les cellules, il fait une couche le long de la surface de la cellule. La cellule a une membrane. Et juste sous cette membrane, il y a une couche de filaments d'actine qui interagissent avec des moteurs moléculaires. Alors, ce que font les moteurs moléculaires, c'est qu'ils tirent sur les filaments d'actine. Ça fait des contraintes, et c'est un système qui est un peu idéal pour étudier. C'est un peu un matériel actif modèle, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On a regardé, par exemple, la dernière étape de la division cellulaire. Donc, il y a la mitose que tout le monde a appris à l'école. Puis après, il y a une étape où il y a un anneau qui se forme, un anneau d'actine. L'anneau pince la cellule et la cellule se coupe en 2. Ça s'appelle la cytocinèse. La théorie de la matière active est parfaitement adaptée pour ça, et on arrive à reproduire exactement la cinétique de l'anneau qui se contracte et aussi la forme des 2 cellules qui peut être symétrique ou pas symétrique.
Un autre exemple, qui est un truc qui m'a aussi fasciné pendant longtemps, c'est la façon dont les cellules se déplacent. Il y a certaines cellules, et ce que les biologistes aiment bien, c'est une cellule qui s'appelle le kératocyte, qui sont des cellules de la peau. L'expérience est extrêmement facile à faire. Mes étudiants théoriciens, ils arrivent à la faire. Ils allaient chez la personne qui vend des poissons pour mettre dans un aquarium. On arrive à arracher les écailles. Sur les écailles, il y a des cellules. Quand on le met sur une boîte de pétri, les cellules s'en vont. Et il suffit de les regarder au microscope, elles se déplacent. Et elles ont une caractéristique, c'est que ces kératocytes, c'est en gros les cellules qui se déplacent le plus vite qu'on connaît. C'est des microns par seconde. C'est une dizaine de microns par seconde. La cellule prend une forme assez allongée, en forme de canoë, comme ça. Et puis elle avance. On a l'impression qu'elle roule sur le substrat. Et ce genre de propriétés, on arrive assez bien à les décrire et de façon relativement simple en utilisant les théories de la matière active. Une propriété qu'on trouve très bien, c'est que quand la cellule avance, l'actile soit est immobile par rapport au substrat, soit se déplace en direction opposée de la cellule par rapport au substrat. Ce qui fixe la vitesse de cellule, c'est le fait que l'actine polymérise et dépolymérise, mais il y a aussi besoin de ce mouvement de l'actine dans la direction opposée du mouvement de la cellule. C'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Ça, c'était à l'échelle de la cellule. Après, un jour, avec mon collègue Jacques Praud, on s'est dit quand même, c'est trop bête. On est à l'Institut Curie, c'est des gens qui sont spécialistes du cancer. On devrait essayer de faire quelque chose sur le cancer. Alors, ça nous a pris du temps. On a trouvé un médecin qui était anatomopathologiste, qui aimait bien discuter avec les physiciens. Au début, on le voyait tous les mois. Et il nous racontait comment il identifiait des cellules cancéreuses, pourquoi elles étaient différentes, où est-ce que commençaient à naître les tumeurs, des choses comme ça. Et au bout d'un certain temps, on a fini par avoir des idées de comment on peut appliquer ces théories de la matière active aux cellules cancéreuses. On a utilisé ce que les gens appellent des sphéroïdes. C'est des agrégats de cellules qui peuvent être assez gros, un peu moins qu'1 millimètre. On fait des petits agrégats de cellules cancéreuses, on les pose dans une boîte de pétri, et puis les agrégats finissent par se rencontrer, ils fusionnent, ça grossit, puis au bout d'un certain temps, ils les prennent, ils les mettent dans un puits, et quand on donne à manger aux cellules, ça permet de la division cellulaire, et l'agrégat croît. On s'est intéressé à comment ces agrégats croissent, et surtout, qu'est-ce qui se passe quand on exerce des forces sur ces agrégats quand ils croissent. C'est évident que quand on a une tumeur qui croît, elle est confinée à l'intérieur du corps, et donc elle interagit avec tous les organes qu'il y a autour. Donc il y a des forces qui s'exercent sur ces tumeurs-là. Et puis il y a un autre fait qui avait été trouvé par un de mes collègues au laboratoire, c'est que exercer une force sur un animal, ça peut changer l'expression des gènes. Alors, la manip qu'il a fait et qui était extrêmement spectaculaire, c'est de prendre une larve de drosophile. Alors, la drosophile, c'est la mouche que les biologistes aiment bien parce que c'est un organisme modèle. On sait absolument tout sur la drosophile. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis entre deux plaques comme ça et il a appuyé dessus. Et puis, il regardait l'expression des gènes. Alors, les gènes, à ce stade-là, ils sont exprimés à certains endroits de la drosophile. Le ventre est différent du dos. Et rien qu'en comprimant, il perturbait complètement l'expression des gènes. Et il a fini par trouver qu'il y avait un certain nombre de voies de production qui étaient impactées directement par la force qui était exercée localement. Donc c'est mécano-sensible à cette échelle-là aussi. Donc pour ça, ce que les gens appellent maintenant la mécanobiologie, c'est énormément développé. Et notre théorie des systèmes actifs, c'était vraiment une théorie parfaite pour ce genre de choses. Comment les biologistes accueillent ces travaux? Est-ce qu'ils considèrent que la physique de la matière molle est utile pour la biologie? Alors, ça pose la vaste question de est-ce que la physique peut apporter quelque chose à la biologie? Puis il y a même la question inverse aussi de est-ce que la biologie peut apporter quelque chose à la physique? Alors ma réponse à moi, c'est oui, et un oui massif dans les deux cas. Il y a des choses qui sont absolument évidentes que la physique peut apporter à la biologie. Il y a tout l'aspect expérimentation. Les expériences, souvent, c'est des expériences qui sont empruntées à la physique. L'optique, par exemple, faire de la micromécanique. Alors, la micromécanique, ça va jusqu'à prendre une molécule et essayer de tirer directement sur une molécule unique. Ça, c'est des choses que les physiciens ont appris à faire et ça faire de façon contrôlée. Ils peuvent mesurer les forces. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un deuxième aspect qui, pour moi, est un grand défi. C'est que la biologie, c'est une science pas très quantitative. C'est-à-dire, un biologiste, j'allais dire normal, quand il pose une question, il veut une réponse par oui ou par non. La physique est dans
dans ce sens plus ambitieuse parce que ce qu'on veut, c'est un nombre. Et donc, il y a tout un enjeu de rendre la biologie quantitative et les physiciens peuvent pousser beaucoup dans cette direction-là. Puis, il y a une troisième réponse qui va un peu dans ce que vous disiez. Une des choses et qui a été beaucoup développée dans le laboratoire de physique de l'Institut Curie, alors pas par moi, comme Marine a déjà dit, moi je suis théoricien, c'est de faire des systèmes biomimétiques, c'est-à-dire de reconstituer certaines fonctions biologiques en utilisant des protéines, en essayant d'identifier quelles sont les protéines qui sont essentielles et celles qui jouent un rôle qui finalement est un peu mineur, donc celles-là en les éliminant, pour reproduire certaines fonctions. Il y a des tas de modèles où on contrôle tous les paramètres, on sait toutes les protéines qu'il y a dedans parce que c'est celles qu'on a mises. Évidemment, après, il faut revenir à la biologie et voir si ce qu'on observe sur le système biomimétique, c'est bien ce qu'on observe sur le système réel. C'est pas toujours le cas, malheureusement, mais dans beaucoup de cas, c'est le cas. Et dans ce cas-là, on a progressé parce qu'on arrive à quantifier les choses. Et est-ce que vous auriez un exemple d'avancée marquante en biologie que votre approche via la physique a permis ? Qui m'ont marqué, moi, ça j'en ai beaucoup. On a beaucoup étudié les moteurs moléculaires. C'est un très bel exemple où la biologie a apporté à la physique. Parce que, alors les moteurs moléculaires, on les met sur un filament, et puis on accroche une bille qui est une vésicule, et puis la bille, on arrive à exercer des forces dessus par des méthodes optiques. Donc on peut regarder ce qui se passe quand on tire le moteur dans le sens opposé du mouvement. Alors c'est comme votre voiture, hein. Si vous la tirez vers l'arrière, elle va aller moins vite. Et les moteurs moléculaires, ils marchent comme ça. Et puis, si on tire trop fort, on les arrête. Donc, on arrive à les arrêter. On a des modèles assez sophistiqués de moteurs moléculaires. Et maintenant, si vous allez complètement de l'autre côté sur la physique des systèmes hors d'équilibre, il n'y a plus un cours sur les systèmes hors d'équilibre qui ne parle pas de moteurs moléculaires, parce que c'est un système sur lequel on a des manips qui sont absolument superbes. Les gens ont été à un niveau de détail qui est absolument incroyable. Donc dans ce sens-là, ça marche parfaitement, c'est-à-dire la biologie a beaucoup apporté à la physique. Dans les muscles, par exemple, la contraction des muscles, c'est dû à des moteurs moléculaires. C'est aussi des filaments d'actine, alors qu'ils sont organisés de façon magnifique. Et puis, les moteurs font glisser les filaments d'actine par rapport aux autres. Il y a des muscles qui sont instables. Les muscles d'oiseaux, par exemple, ils vibrent à toute vitesse et c'est ça qui fait battre les ailes des oiseaux. Donc tout le monde savait ça, mais sur les muscles, jamais personne n'avait réussi à voir l'instabilité. Il y a un de mes collègues, Pascal Martin, qui a montré très clairement que on peut créer avec des filaments d'actine et des moteurs une instabilité. Je me souviens d'être allé au Japon et d'avoir discuté avec monsieur Kinoshita, qui était vraiment le pape des moteurs moléculaires à l'époque, qui a fait des manips absolument incroyables. Et j'ai fait mon séminaire, et à la fin, il s'est levé, il a levé la main, et il m'a dit « Comment ça se fait que vous avez vu ça et que moi, je n'ai jamais vu parce que cette manip, j'ai essayé de la faire ?» J'étais un peu embêté parce que je savais pas répondre. Par contre, mon collègue, quand je suis rentré à Paris, avait la réponse, c'est qu'il était dans le mauvais domaine de paramètres. Donc, il suffisait de changer certains paramètres et il aurait vu la même instabilité que celle que nous, on a vue s'il avait été dans le bon domaine de paramètres. Ils l'ont admis après, très bien. Ils ont même écrit des commentaires sur les articles qu'on a écrits. Mais ça, pour moi, c'était quelque chose qui était un peu marquant. Quelles questions de recherche vous intéressent particulièrement en ce moment ? Alors, il y en a beaucoup. Une, c'est les histoires de sphéroïdes. Pendant très longtemps, on a fait des sphéroïdes avec un type de cellules cancéreuses. Et puis un jour, est venue voir une de mes collègues qui m'a dit « Écoute, moi j'ai envie de travailler sur les questions d'immunologie pour le cancer, qui est une des techniques qui se sont développées dans les 10 ou 15 dernières années. » Alors elle avait eu un cancer du sein. On lui a soigné son cancer du sein. Et du coup, elle se posait des questions là-dessus. Il y a un labo d'immunologie à Curie. Il s'avère que je connaissais bien le directeur, donc on a été discuter avec lui. Il a dit non, moi ce que je fais, ça vous apportera rien. Mais allez voir Philippe Benaroche. Il s'intéresse aux macrophages et la façon dont les macrophages interagissent avec les cellules cancéreuses. Et il fait ça avec des sphéroïdes. Alors, ce que savait ma collègue, et dont moi j'avais aucune idée, c'est que en fait, quand les femmes ont un cancer du sein, on dose aussi les macrophages quand on fait des tests. Et s'il y a trop de macrophages, c'est mauvais parce que les macrophages stimulent la prolifération des cellules. Donc, ça augmente la division cellulaire et ça veut dire que ça augmente le nombre de cellules cancéreuses et c'est mauvais. Et donc, il y avait une explication très biologique et on en a trouvé une autre, nous, qui est pratiquement uniquement physique. Ce qu'on observe, c'est que les sphéroïdes, ils croissent jusqu'à une taille de l'ordre du millimètre, un demi-millimètre ou quelque chose comme ça. Quand on rajoute des macrophages, on fait plein de petits sphéroïdes. Et puis, ces petits sphéroïdes finissent par fusionner et par former un gros sphéroïde. Et le gros sphéroïde, il est plus gros que celui qu'on obtient si on met que des cellules cancéreuses. Et une explication possible, c'est que ce que font les macrophages, c'est qu'ils stimulent la nucléation de sphéroïdes. Donc, on en fait beaucoup.
Au lieu de commencer à en faire un et puis qui croît uniquement, on en fait beaucoup de petits. Mais quand on a un gros sphéroïde, on sait que la division cellulaire se fait que sur la surface. Pourquoi ? Parce que les nutriments, ils sont à l'extérieur, ils diffusent à l'intérieur du sphéroïde. Ceux qui sont au bord, ils ont les nutriments, et ceux qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas de nutriments. S'il n'y a pas de nutriments, les cellules ne se divisent pas, et elles n'ont pas assez d'énergie pour se diviser. Maintenant, si ça se passe en faisant plein de petits sphéroïdes, les sphéroïdes, ils sont tout petits, donc les nutriments, et apparemment ce qui compte dans ce cas-là, c'est l'oxygène, va pénétrer sur tout le sphéroïde. Toutes les cellules ont l'énergie suffisante pour se diviser, ça se divise beaucoup plus. Donc ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que le mécanisme biologique n'existe pas, mais il y a au moins une contribution de la physique qui est que toutes les cellules ont accès aux nutriments. Un autre sujet sur lequel je travaille en ce moment, c'est relié à ce qu'on appelle les condensats biologiques. Si vous ouvrez un livre de biologie à la page 1, on vous dit dans la cellule, il y a plein de compartiments. Ces compartiments, ils ont tous une membrane. Et puis, il y a une expérience qui a été faite à Dresde en 2009, où les gens s'intéressaient à l'œuf de C. elegans. Alors, C. elegans, c'est un ver, c'est comme la drosophile. C'est un objet modèle pour les biologistes, où il y avait des petits compartiments qui se déplaçaient. Ils ont analysé ces compartiments. Il n'y avait pas de membrane. Donc, ils ont appelé ça des compartiments sans membrane. Et l'idée naturelle, quand on est physicien, c'est de dire, si on voit une composition différente, c'est qu'il y a une transition de phase. Alors, les transitions de phase, il y a une littérature gigantesque quand j'ai commencé à faire de la physique. La grande révolution, c'était la façon de décrire les transitions de phase de façon théorique. Sauf que c'est des systèmes à l'équilibre thermodynamique. Donc ça, c'est une transition de phase qui est hors équilibre thermodynamique. Puis surtout, si vous mélangez de l'eau et de l'huile, vous savez ce qui se passe. Au bout d'un certain temps, vous avez l'huile en dessus ou en dessous et l'eau en bas. Donc la séparation de phase est macroscopique. Et là, les compartiments, ils existent, mais jamais ça n'envahit toute la cellule. Donc il y a plein de petits compartiments qui peuvent se faire. Donc le problème pour les physiciens, c'est pas qu'il y a une séparation de phase, c'est que la séparation de phase, elle reste locale et localisée à une goutte et qu'elle n'envahit pas toute la cellule. Et ça a fait progresser la théorie des transitions de phase. Maintenant, on a des mécanismes qui sont exactement l'inverse de ceux qui se produisent dans les transitions de phase, où on forme des gouttes et les gouttes s'arrêtent à une taille finie. Donc un des sujets sur lequel je travaille, pour le coup, c'est vraiment de la physique théorique, c'est d'essayer de comprendre dans quelles conditions on forme des gouttes de taille finie et on forme pas deux phases macroscopiques comme l'eau et l'huile. Là, le problème vient de la biologie et ça amène une physique qui est complètement nouvelle et qui n'existait pas du tout. Je viens à mes questions transversales qui sont un peu différentes, moins centrées sur vos pratiques, mais la première d'entre elles que vous avez choisie, puisque vous créez beaucoup d'idées nouvelles, beaucoup de questions nouvelles, c'est quelle est l'idée à laquelle vous pensez qu'il vaut mieux renoncer ? Moi, je crois qu'on vit dans un monde où la science n'est pas toujours bien considérée. Et pour moi, c'est extrêmement important pour une société d'avoir une recherche scientifique avancée. Ça aide beaucoup à ce qu'elle avance. Donc, ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer que tous les problèmes vont être résolus par des avancées technologiques ou scientifiques. Donc ça, c'est une première limitation. Et puis, dans l'autre sens, il faut faire attention à ce que ce qu'on sait soit vraiment pris en compte. Et on vit un peu dans un monde, il y a plein d'experts qui ne sont pas experts du tout et qui raisonnent d'une façon qui est très, très délétère parce qu'ils n'ont pas de formation scientifique. Donc, je pense que c'est ces deux choses-là que j'avais envie de dire sur cette question-là. Alors, en symétrique, est-ce qu'il y a un concept ou une notion scientifique qui, pour le coup, mériterait d'être connue davantage ? Oui, façon de répondre à ça, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais la science que j'aime faire, elle est extrêmement interdisciplinaire. Pendant longtemps, j'ai travaillé avec des chimistes. Maintenant, je travaille avec des biologistes. Ça m'arrive de discuter avec des mathématiciens. Et en faisant ça, on se rend compte qu'il y a des concepts qui viennent d'autres sciences et qui sont pas du tout connus par des physiciens. C'est le cas pour les chimistes, par exemple, la théorie des réactions chimiques, c'est de la physique qui est absolument superbe. Et c'est quelque chose que moi, j'ai appris très tard. Peut-être ce qui est pas assez connu et que certaines personnes ignorent, c'est la théorie de l'évolution. Moi, j'ai discuté avec des physiciens qui m'ont expliqué que c'était pas de la science, c'était du baratin ou presque. Et c'est pas vrai, c'est-à-dire c'est quelque chose de scientifique. Il y a des expériences qui confirment absolument la théorie de l'évolution, qui sont absolument magnifiques et qui sont quantitatives. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être enseigné au lycée. La biologie du développement aussi pourrait être enseignée au lycée. Je pense que c'est ce genre de choses, ça manque un peu dans l'éducation de Monsieur Tout-le-Monde et ça éviterait que beaucoup de gens disent des bêtises sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui vous rend optimiste ? Alors j'ai tendance à être naturellement optimiste. C'est vrai que on vit dans un monde un peu triste de nos jours avec les guerres, avec les choses comme ça. Quelque part, la science avance et ça me rend optimiste.
Et elle évolue un peu, c'est-à-dire un des problèmes majeurs, c'est le changement climatique, par exemple. Moi, je trouve que les gens font plus attention au changement climatique de nos jours que ce qu'ils faisaient il y a 15 ans. Ça doit créer une recherche nouvelle, cette histoire-là. Et je pense qu'il y a plein d'idées à avoir, et la seule façon de promouvoir ces idées-là, c'est de faire de la recherche de façon sérieuse, avec les idées qu'on a en recherche de nos jours, et que tout le monde y gagnera beaucoup. Donc, quelque part, je pense que les grandes agences comme le CNRS et l'INSERM, alors il ne faut pas qu'elles disent aux gens, vous allez travailler sur le changement climatique, parce que ça ne marchera pas. Mais il faut dire, ce que vous faites, ça doit avoir des applications au changement climatique. Il y a peut-être des idées nouvelles, comme moi j'en prends à la biologie, qui permettront qu'on avance ce sujet-là qui me paraît essentiel. Est-ce que la physique peut apporter quelque chose sur le vieillissement des cellules ? Alors, je vais répondre un peu à côté de la question exprès, mais j'ai beaucoup parlé de propriétés mécaniques. Alors, c'est une mécanique un peu spéciale, mais la cellule, c'est pas uniquement des propriétés mécaniques. Il y a deux autres aspects. Il y a un aspect information, et là-dessus, il y a une théorie de l'information, et les cellules font partie des systèmes auxquels on pourrait appliquer cette théorie de l'information. Et puis, il y a aussi le fait que les systèmes biologiques sont extrêmement bien régulés. Ça veut dire qu'il y a une composante régulation qui est un peu associée à l'information qu'a la cellule, qui interagit avec la mécanique. Et je pense que les physiciens n'ont pas été assez vers ces domaines-là. Donc il y a des modèles génétiques qui ont été faits par des physiciens. J'ai jamais vraiment travaillé là-dessus. Peut-être que pour moi, l'avenir, c'est plutôt d'associer la mécanique avec tous les mécanismes de régulation. Et c'est extrêmement robuste. Ça veut dire que quand vous enlevez une voie de régulation, en général, la cellule trouve un moyen de faire la même chose en utilisant une autre voie de régulation. Donc ça, c'est quelque chose qui fascine pas mal de physiciens. Le vieillissement. Alors, je suis pas du tout spécialiste du vieillissement. Par contre, une des questions à laquelle je me suis intéressé il y a pas très longtemps, c'est une question très très générale. C'est, à part des cas un peu extrêmes, les cellules ont toujours un volume qui est un peu du même ordre de grandeur. C'est-à-dire la taille, c'est de l'ordre du micron. Donc la question, c'était qu'est-ce qui fixe la taille de la cellule ? Il y a une réponse qui est assez ancienne là-dessus, qui s'appelle le modèle de pompe et fuite, qui a été fait au milieu du XXe siècle, qui dit c'est en gros des équilibres osmotiques. Et si vous écrivez les équilibres osmotiques, vous expliquez pas mal de choses. C'est pas vraiment un équilibre osmotique thermodynamique, parce que la cellule a absolument besoin de pompes. Si on enlève les pompes, elle explose. Par contre, il y a des cellules qui sont bien plus grosses, et les cellules qui ont un problème de vieillissement, celles-là, elles ont tendance à grossir beaucoup en gardant le même matériau génétique. Donc, elles se diluent en vieillissant. Ça, c'est à peu près la seule propriété associée au vieillissement dont j'ai entendu parler. Il y a des protéines impliquées dans le vieillissement, comme la télomérase, par exemple, qui ont été pas mal étudiées par des physiciens aussi qui savent faire des travaux sur des molécules uniques. Vous n'avez pas parlé de la microfluidique. Est-ce que vous pourriez l'évoquer ? La microfluidique. Pourtant, je suis un fanatique. Alors, déjà pour les gens, quand je suis venu à Paris, j'ai été directeur du labo de physique. À l'époque, les gens ne travaillaient que sur les cellules et j'avais deux projets quand je suis devenu directeur. Un, c'était de travailler sur les tissus. L'autre, c'était la microfluidique. Alors, la microfluidique, c'est un type d'expérience où on fait couler des fluides dans des canaux, mais des canaux qui sont très petits, dont l'échelle est de l'ordre du micron, au moins dans la hauteur et dans la largeur. C'est assez facile de faire ça de nos jours parce qu'on utilise des méthodes d'imprimerie et des choses comme ça qui ont été mises au point pour toute la microélectronique qui se fait même à des échelles de taille beaucoup plus faibles que ça. Donc on sait créer des canaux petits et on sait mesurer les écoulements dans des canaux petits et les créer de façon très très contrôlée. Il s'avère que dans des canaux petits, l'hydrodynamique est très simple. Il n'y a pas de turbulence, donc les fluides s'écoulent de façon laminaire et on crée même des problèmes là-dedans qui est que les fluides ont du mal à se mélanger parce que les échelles sont petites et les distances qu'on leur donne sont pas suffisantes pour qu'ils se mélangent. Ce que ça a permis, c'est des expériences du type, il y a une technique de microfluidique qui s'appelle la microfluidique de goutte où par exemple vous utilisez comme fluide porteur l'eau. Vous la faites couler dans un canal et en utilisant des branchements, on arrive à créer des gouttes d'eau dans l'huile. Donc l'huile est le fluide porteur et à l'intérieur on fait des gouttes d'eau et on sait mettre des cellules une par une. Donc on sait faire des gouttes où chaque goutte a une seule cellule et comme ça on peut tester les propriétés de cellules différentes une par une en les ayant isolées comme ça. Une autre chose que permet la microfluidique et de faire de façon extrêmement précise, c'est de contrôler l'environnement d'une cellule. Et toutes les propriétés, qu'elles soient physiques ou biologiques, dépendent fortement de l'environnement dans lequel est la cellule, même une cellule isolée.
de la quantité de nutriments qui manquaient là, de comment les nutriments arrivent. En jouant avec des canaux microfluidiques, on peut régler les nutriments et faire ce que les gens appellent des chémostases, c'est-à-dire des choses où la chimie est parfaitement contrôlée et on contrôle l'arrivée de nutriments dans une cellule. Avec les gouttes, on peut faire de la statistique aussi. Donc il y a énormément d'applications et peut-être même que de nos jours, les applications de la microfluidique, c'est surtout à la biologie. Jean-François Joanny, merci. Quand Jean-François Joanny, jeune chercheur, a soutenu sa thèse, c'était sous la direction de Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique en 91. Pierre-Gilles de Gennes fut un pionnier de la physique de la matière molle. Sous cette étrange appellation, c'est tout un domaine nouveau de la physique qu'il a contribué à ouvrir, un domaine qui s'intéresse à tout ce qui ne se classe pas strictement dans les états liquides, solides ou gazeux. On y trouve les matières plastiques, par exemple, mais surtout tout ce qui compose la matière vivante. Aujourd'hui, comme hier, c'est bien ce que la physique peut apporter à l'étude des cellules, des protéines, des membranes cellulaires qui passionne Jean-François Joanny. Avec d'autres, il a élaboré pour cela un cadre théorique, celui de la matière active, qui adapte les lois de la thermodynamique à la complexité du vivant. C'est un cadre incroyablement fécond qui enrichit la biologie, inspire la médecine et qui en retour fait faire de grands progrès aux physiciens. Quand on écoute Jean-François Joanny, il apparaît clairement que l'interdisciplinarité est une réalité au quotidien. Merci d'avoir écouté À l'écoute de la science, un podcast de Pour la science réalisé en partenariat avec le Collège de France, produit par Louis Créative. Merci à Gautam Shukla et Marion Girard pour la réalisation et la production de cet épisode. À l'écoute de la science, c'est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur pourlascience.fr, retrouver nos magazines et hors-séries en kiosque et vous abonner à ce podcast, bien sûr.